Petite présentation de LV après les remerciements de Morgane qui nous a organisé ce meet-up. Merci beaucoup Morgane. Du coup, Link Value, c'est une entreprise libérée et co-construite sur Paris, Lille et Lyon. On fait des projets web et du conseil en web, à la fois en régie chez nos clients. Sur Lyon, on a pas mal de clients, et notamment des gros clients comme M6, Euronews, etc. Et on a une partie réalisation de projets en interne via une agence interne. Si vous avez des besoins, si vous connaissez des gens qui ont des besoins, n'hésitez pas à venir nous en parler. Et si vous connaissez des gens qui sont intéressés, qui peuvent être intéressés par Link Value, on recrute. Voilà. Du coup, bonne soirée. Je parlerai pas ce soir, moi. Donc, voilà, c'est bien. Si, après j'ai plein de choses à dire. J'ai des trucs super pour React à vous montrer. Et bonne soirée. Eh ben, bonjour à tous. Donc là, ce soir, moi, je suis là pour vous parler un peu du futur de React avec React Suspense et React Cache. Donc, c'est encore des choses qui sont en cours de travail. Donc, les API sont susceptibles de changer. Donc, ne prenez pas tout pour argent comptant, ce que je vais dire ce soir. Il faut que j'aille à gauche, ça sera mieux. Hop. Alors moi je m'appelle Florent, je suis chez Link Value en mission chez M6. Je suis développeur front plutôt orienté intégration et design system. Et chez M6 je participe à la refonte de Sysplay.fr. Donc on est en train de refaire toute la plateforme et on est en train de créer un design system avec React et Style Component. Donc c'est un peu avec tout ça que je navigue toute la journée avec du HTML, du CSS, du React et du Style Component et d'autres. Alors on va commencer par parler de React Suspense et de React Lazy. Ça va nous permettre d'aborder React Cache un peu plus de manière confiante, on va dire. Et on va pouvoir attaquer ça tranquillement. Donc React Suspense et React Lazy, donc ça va nous permettre de faire du code splitting. Donc le code splitting, pour moi, c'est diviser pour mieux servir. C'est-à-dire que plus votre application va grandir, plus votre bundle va devenir de plus en plus grand. Et donc, excusez-moi, hop. Et donc vous allez avoir besoin, plus votre bundle va devenir grand, plus le temps de chargement de votre page, de votre application va grossir, etc. Donc l'utilisateur va avoir plus de temps à rester sur une page blanche ou sur un loader. Donc c'est pas l'idéal. Le mieux, ça va être de couper en petits morceaux votre application pour pouvoir la servir au bon moment et sur la bonne page à l'utilisateur. Ça va vous permettre de réduire le temps de chargement de votre page et donc d'avoir des utilisateurs un peu plus contents. Et généralement, le conseil qu'on donne pour débuter le code splitting, c'est de commencer par splitter ses routes, donc chaque page de son application. C'est le plus simple pour commencer. Donc pour faire du code splitting avec React, on va généralement utiliser des imports dynamiques de JavaScript. Donc c'est encore en phase de spécification côté TC39. Donc je vous invite à utiliser Babel si vous voulez utiliser ça. Comme ça, tout se passera bien. Donc les imports dynamiques, ça va vous permettre de charger votre module au bon moment et ne pas l'avoir dans votre bundle principal quand vous n'en avez pas besoin. Donc avec React, on utilise souvent Webpack, on utilise aussi souvent Create React App, et dedans, il est déjà configuré pour que Webpack, dès qu'il voit un import dynamique comme ceci, il va créer directement un petit bundle de votre module. Et donc ça va vous permettre de faire magiquement votre bundleisation de votre application. L'import dynamique, elle va retourner une promise. Donc vous allez pouvoir faire ensuite, dès que votre bundle ou votre module est bien chargé, vous allez pouvoir faire un traitement en fonction. S'il y a une erreur, vous pouvez faire un autre traitement, afficher un message d'erreur ou ce que vous voulez. Ensuite, on va utiliser donc Lazy de React. Donc Lazy, ça va nous permettre de charger notre composant au moment où il sera rendu dans votre application. Donc Lazy va aller chercher donc le bundle. Donc là, ce sera Awesome Component.
Il va lancer en attendant une promise. Enfin, c'est l'import dynamique qui va lancer une promise. Et une fois que la promise sera résolue, le lazy va charger le composant dans votre application. Et le dernier petit conseil, l'obligation que vous devrez avoir avec lazy, c'est de toujours avoir votre composant exporté en mode défaut, parce que si vous exportez ça en mode nommé, lazy va pas savoir quelle partie de votre module aller chercher et laquelle charger. Pardon. Donc ensuite avec lazy, en fait le temps de chargement de votre bundle, il peut souvent avoir un petit temps de latence. Tout dépend votre utilisateur où il est, votre serveur comment il répond. Et pour répondre à ce cas de figure, on va utiliser React Suspense pour pouvoir afficher un petit message de loading ou de chargement en attendant que le bundle se charge. Donc React Suspense se présente de cette manière-là. Donc il va prendre une prop qui s'appelle fallback, donc qui prend n'importe quel élément React. Et en fait, Suspense va intercepter une promise. Donc là, ça va être la promise qui va être renvoyée par lazy. Une fois qu'il a intercepté cette promise, il va switcher sur le composant de fallback. Donc les éléments qui sont à l'intérieur du suspense, ils vont pas être rendus. Donc on n'a pas de problème de composants nuls, ou etc. Et une fois que la promise sera résolue ou qu'il y aura une erreur, Suspense va passer sur ses composants enfants et il va afficher le reste. Et vous aurez votre petit bundle qui sera affiché, vos composants pardon, qui seront affichés bien correctement. Vous pouvez mettre plusieurs composants lazy loadés à l'intérieur d'un suspense. En fait, suspense, il va prendre la dernière promise en cours de résolution. Tant qu'il y en a une qui est en cours de résolution, pardon, il va afficher le fallback et une fois que elles sont toutes résolues, il va passer au rendu des enfants. Donc maintenant, on va parler de React Cache parce que c'est bien beau d'avoir parlé de tout ça qui est stable, etc. Actuellement, mais on va un peu aller voir dans le futur et avec React Cache. Donc React Cache, il va nous permettre de faciliter le requêtage des données dans nos composants, le faire au plus près de notre composant et non plus dans un fichier obscur de notre application. On va plus être obligé d'utiliser un side effect ou une méthode du lifecycle de React. On va pouvoir le faire directement dans le render de notre composant. Il va aussi nous apporter un cache, comme son nom l'indique. C'est aussi un des gros avantages de React Cache. Et il va nous permettre aussi d'avoir un retour utilisateur au moment où on va charger nos données. Et le cache pour l'instant qui est utilisé dans le package, c'est un cache en mode LRU, Least Recently Used, donc le plus récemment utilisé qui met en premier et donc le plus rapide à charger. Donc il a été pas mal, ce package a été pas mal teasé par des membres de l'équipe React, donc par Adam Abramov ou Andrew Clark pendant certaines conférences. Il a été pas mal teasé avec React Suspense du coup, et aussi avec le nouveau mode concurrent de React, qui pourra faire l'objet d'un sujet une autre fois. Donc vous pouvez retrouver ces conférences sur YouTube. Il y en a beaucoup si vous voulez vous renseigner là-dessus. Donc le package est toujours en work in progress. Il n'est pas prêt d'être fini pour le moment dans les mois qui viennent. Donc si vous voulez l'utiliser ou le tester, pour l'instant ne testez pas en prod et laissez-le bien sur vos side projects ou sur vos démos. Hein. Je vous conseille. Alors la première méthode qui est proposée par React Cache, c'est set global cache limit. Donc comme son nom l'indique, il va nous permettre de mettre une limite d'entrée dans notre cache. Et une fois cette limite atteinte, il va tout effacer. Il va effacer une par une après les données et il va charger les nouvelles données. Donc la deuxième méthode qui est la plus importante et la plus intéressante, c'est create ressource dans React Cache, pardon. Il va prendre en paramètre une fonction qui devra retourner une promise. Tiens donc. La fonction, généralement, on va utiliser fetch ou axios, comme vous voulez, ou autre chose. Cette fonction va nous permettre donc d'aller chercher nos données. On va pouvoir passer un paramètre à notre fonction qui va nous permettre d'aller filtrer, faire notre requête, et aussi il servira de clé de cache dans React Cache.
On va voir juste après. Ensuite, cette secrète ressource, il nous retourne un objet qui propose deux méthodes, preload et read. Et on va parler maintenant de read. Preload, je vous en parle pas parce que, comme son nom l'indique, ça va précharger les données tout simplement que vous aurez spécifiées ici. C'est la même chose que read, sauf qu'il ne retourne pas les données. Alors read, lui, il va charger les données, initialiser le chargement des données. Donc il va d'abord aller voir, on va lui passer une clé en paramètre, donc ça va correspondre à la clé qu'on a qu'on a spécifiée juste avant. Il va aller chercher dans son cache pour voir s'il y a une entrée qui n'est pas déjà intégrée dedans, enfin affectée. Si il ne trouve pas d'entrée, il va initialiser une entrée. Et une entrée, en fait, c'est juste un objet qui a comme paramètre et comme attribut un statut et une valeur. Il va initialiser l'entrée en statut pending et la valeur à rien du tout, une valeur nulle pour commencer. Ensuite, une fois qu'il aura initialisé cette entrée, il va exécuter votre fonction fetch que vous aurez intégrée ici. Et donc après, il va lancer une promise. Ça va être la même chose que React Lazy. Il va lancer une promise. Vous allez utiliser un composant React Suspense qui va intercepter la promise. Il va afficher le fallback en attendant que votre fetch revienne. Une fois que la fonction sera résolue, React Cache va mettre le statut à resolve. La valeur sera ajoutée dans l'entrée du cache et donc Suspense va voir que la promise est résolue. Il va switcher sur les composants enfants, ces composants enfants, et il va rendre le composant qu'on aura ajouté ici, donc data.name. Donc on n'a pas de souci d'avoir peur d'avoir une valeur nulle, parce qu'en fait le composant est tout simplement pas rendu, donc la donnée n'est pas revenue en fait. Et ensuite on peut avoir aussi, si la promise est rejetée, on peut utiliser un composant d'error boundary. Donc ça, vous devez probablement connaître, ça fait quelque temps qu'il a été inclus dans React. Donc pour afficher un message d'erreur ou ce qu'on souhaite s'il y a une erreur qui est lancée. Donc maintenant, on va faire une petite démo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Hop. Alors. Ok. Alors, j'ai fait une... Je vais me rapprocher. Super. J'ai fait une petite application d'image de chat, parce que pas mal de monde aime les chats, j'imagine, enfin j'espère. Et donc, on peut juste en fait aller récupérer une liste de chats en filtrant sur un type d'image, donc qu'elle soit statique ou animée, et choisir une espèce de chat qu'on aime particulièrement. Enfin voilà, rien de bien compliqué. Donc on va passer sur le... On va mettre ça comme ça. Donc alors, en commençant ma démo, j'ai utilisé les hooks, parce que c'est un peu la dernière... le truc à la mode en ce moment dans React. Et je me suis retrouvé avec un peu une dizaine de lignes pour aller chercher juste une image que je vous ai pas montré. On peut cliquer sur une image. Là c'est un peu lent parce que j'ai mis un timeout. Donc voilà, on peut aller voir une image, l'aperçu d'une image. Donc ça va juste me chercher un objet et une image à l'intérieur. Donc faire toutes ces lignes pour récupérer seulement une image, ça fait un peu beaucoup de lignes. Donc en utilisant React Cache, on va pouvoir réduire ce nombre de lignes à quasiment rien. Donc là, je vais récupérer la fonction createResource. Donc par défaut, elle est nommée en unstable. Comme je vous ai dit, le package il est encore en work in progress. Donc on va tout simplement déclarer une ressource que je vais appeler create API resource, pardon. Hop. On va donc déclarer notre fonction avec un paramètre qui sera ID. Je vais récupérer ma fonction fetch juste là. Tac. Voilà. Et voilà.
Alors là, j'ai créé ma ressource, donc je l'ai fait ça en une ligne. Donc c'est vraiment beaucoup plus pratique. Maintenant, on va aller récupérer notre donnée, donc on va aller lire le cache. On va tout simplement effacer tout ça parce qu'on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de hooks, de useState ou de useEffect. On va récupérer tout simplement notre item en utilisant notre objet et ressource. On va utiliser la méthode read et on va lui passer en paramètre l'id. Voilà, on n'a plus besoin de la partie de loading parce qu'on va utiliser un composant de suspense. Donc on va l'utiliser juste au-dessus parce qu'on peut pas utiliser un suspense dans le composant qui utilise un React Cache parce que sinon on pourrait pas, la promise ne pourrait pas remonter d'un cran pour pouvoir être interceptée. Donc là je vais aller juste dans le composant au-dessus, donc dans mon index. Je vais juste rajouter un suspense juste au-dessus de mon composant. Je vais ajouter mon composant de loading que j'ai créé. Voilà. Tac, tout est bon. Et là, on va retourner donc sur notre image de chat. On va revenir en arrière. On va sélectionner une nouvelle image. Je sais pas si vous voyez ici, par contre. C'est un peu flou. Donc on va effacer tout ça. On va choisir cette image par exemple. On va aller la lire une fois. Donc on voit bien que l'appel a été fait dans le réseau et là ça a mis un peu de temps à charger. Et ensuite on peut revenir. Donc là on voit qu'au-dessus ça charge un petit peu pendant longtemps parce que j'ai pas mis le cache dessus. Et si on revient, on voit qu'on n'a pas eu d'appel au réseau et qu'il allait chercher directement la ressource en cache et qu'il l'a sortie directement. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide avec React Cache parce qu'il y a du cache. Voilà. Voilà, c'était pas le bon. J'ai perdu mon truc. Voilà. Et ben je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen de spécifier à React Cache la façon dont il gère le cache pour la ressource en question? Par exemple, si on veut que spécifiquement il ait tout le temps cherché sur le network, pas forcément aller chercher dans le cache, mais juste pour une ressource. Est-ce qu'il y a la possibilité de gérer ça pour Alors pour l'instant non, parce que c'est encore en état de working progress. Il n'y a pas beaucoup de méthodes encore implémentées pour pouvoir gérer justement ça, pour forcer la mise à jour du cache. Tu peux feinter en utilisant un objet, parce que la fonction read, si tu lui passes un objet, elle va aller forcément chercher dans le network parce que elle attend une primitive, un int, un string, enfin tout ça. Donc tu peux le feinter comme ça, mais pour l'instant non, il n'y a pas de truc pour forcer le cache. Et ben merci. On va pouvoir passer à la suite avec le serveur side rendering. Merci. C'est à toi ça? Non? Non. Ça marche. Non du tout, non. Ok.
finir là? Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un petit comparatif entre le client-side rendering et le server-side rendering. C'est mon opinion, c'est pas l'opinion générale forcément. Donc je serai tout à fait ouvert à en discuter tout à l'heure. Donc je m'appelle Alban Sucher, je suis product développeur chez Guidebook. Je sais pas si vous m'entendez bien. Si, ça va? Ok, parfait. C'est dommage. Exactement. Donc du coup, je suis product développeur chez Guidebook. Pour ceux qui connaissent pas Guidebook, on est un outil de partage de connaissances. Donc qui dit partage de connaissances dit documentation interne, externe. On est plutôt orienté pour les équipes, les entreprises, mais ça fonctionne aussi très bien pour prendre des notes ou faire sa liste de courses par exemple. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse aller jeter un coup d'œil. On recrute, donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Alors, donc je vais commencer par le client-side rendering. Je pense que ici tout le monde connaît et est à peu près à l'aise avec. Alors le fonctionnement est assez simple. Du moment où l'utilisateur fait une requête sur notre URL, notre serveur retourne un HTML vide. Donc quand je dis vide, c'est que le contenu de la div root n'est pas le contenu n'est pas encore injecté dans le document. Donc on va télécharger les assets, donc notre JS, notre CSS, etc. Et c'est à ce moment-là que React va construire l'arbre de composants. Et à la fin de l'exécution de React, notre contenu sera injecté dans notre document. Le fait que le HTML soit vide dans un premier temps, ça fait que notre page est vide, il n'y a rien de rendu, l'utilisateur attend devant une page blanche, il faut attendre la fin de l'exécution de React pour avoir du contenu affiché. Donc les principaux avantages sont un temps de réponse au serveur plus court, notre serveur retourne simplement un HTML vide, il n'y a pas besoin de faire de calcul particulier. Le choix de package est plus large, pas besoin de réfléchir à avoir un package qui marche dans deux environnements différents, le browser et le serveur. Il faudra uniquement des packages qui fonctionneront côté client. Et plus simple d'accès que le SSR, dans le sens où c'est entre guillemets la méthode de rendu par défaut de React. Si vous créez une app avec React App, ça sera du client-side rendering déjà mis en place. Donc c'est entre guillemets plus abordable. On en reparlera un peu plus après. Donc les principaux inconvénients sont tout d'abord le fait qu'il n'y ait aucun contenu, car la page d'abord affichée vide, ce qui n'est pas idéal pour les utilisateurs, et qui va poser des problèmes aussi pour le SEO, car ça sera compliqué pour les crawlers d'annexer notre contenu, s'il n'est pas encore présent, et les crawlers n'exécutent pas forcément le JavaScript. Le cas de Google est un peu à part, car le crawler de Google est censé exécuter le JavaScript dans un deuxième temps, donc c'est censé fonctionner, mais s'il y a des fortes problématiques SEO, ça ne sera pas forcément l'idéal. Et donc, pour pallier à ça, il y a server-side rendering. Donc le fonctionnement est entre guillemets assez simple. Notre client cette fois-ci reçoit le HTML complet parce qu'en fait notre serveur va exécuter React une première fois, construire l'arbre de composants et rendre notre premier contenu. Ce qui se passe, c'est que notre page est affichée mais n'est pas interactive parce que pour qu'elle le devienne, il faudra que React soit exécuté. Et nous allons appeler la méthode hydrate. Donc hydrate, ça va simplement attacher des event handlers au DOM node. Et donc du coup, à la fin de cette exécution, notre page deviendra interactive. Donc dans le sens interactif, c'est si vous rendez par exemple une navbar avec des boutons qui sont gérés avec des on-click, tant que React n'aura pas fini d'être exécuté, notre utilisateur pourra toujours cliquer, il ne se passera absolument rien. Donc l'avantage principal, c'est que la page est rendue complète dès le premier affichage. Donc ce qui va permettre au crawler de facilement indexer votre contenu comme si vous rendiez du HTML classique, entre guillemets. Et il y a pas mal d'inconvénients. Donc tout d'abord, le premier affichage est statique. Donc certes, notre page est visible, l'utilisateur arrive, voit du contenu, mais ne peut pas interagir avec le contenu. Donc je vais imaginer l'utilisateur qui arrive sur une boutique e-commerce et qui clique 50 fois sur un item et qui ne se passe rien. Premier réflexe, c'est quitter la page. Donc c'est intéressant, mais c'est défaut. L'architecture se complexifie beaucoup avec le SSR, car tout d'abord, il faut que notre code client puisse être exécuté côté serveur. Donc, il y a pas mal de choses. Tout d'abord, le code ES6 et ES7, etc. Donc, les async await, par exemple, qui devront pouvoir être utilisés côté serveur. Les imports dynamiques, surtout, qui ne sont pas gérés nativement côté serveur, donc il faudra trouver des alternatives. Donc, pour ça, il y a Babel. Tout d'abord, il y a Babel Register, qui va nous permettre d'exécuter notre code Node.js avec les mêmes règles Babel que notre code client. Sauf que Babel Register n'est pas fait pour un environnement de production. Donc si vous voulez utiliser du server-side rendering
pour de la mise en production, il faudra transpiler votre code avec Babel en ES5. Ensuite, Component Didmount n'est pas appelé côté serveur, il est uniquement exécuté côté client. La plupart du temps, on l'utilise pour faire du data fetching, par exemple. Donc, il faudra trouver des solutions pour le data fetching. C'est une des plus grosses problématiques, car il faudra gérer ça d'une manière, par exemple, faire des boucles de rendu successives jusqu'à que notre data soit fetchée et rendre progressivement notre app. C'est quelque chose de pas forcément facile à mettre en place. Ensuite, les mismatchs, client-serveur. Donc React gère assez bien les mismatchs sur les nodes texte et les attributs HTML. Et sinon, il va trop un warning. Et c'est pas forcément dérangeant, mais c'est pas l'idéal. Donc il propose suppress les attractions warning, qui va simplement supprimer ces warnings de mismatch. Et ensuite, on a aussi les composants NoSSR. Donc c'est pas propre c'est à vous de l'implémenter ou d'utiliser des libs externes. Le fonctionnement de l'idée est assez simple. On va détecter si c'est un rendu côté client, côté serveur. Et si c'est un rendu côté client, on ne rendra pas les children, on rendra un DOM node vide, par exemple un span. Et si c'est un rendu côté client, on rendra simplement les children. Donc comment choisir? Pour moi, le SSR est adapté uniquement dans le cas de forte problématique SEO, car il apporte énormément de complexité. On entend souvent parler pour des raisons de performance. C'est pas le SSR en soi qui va améliorer les performances, uniquement dans le cadre du premier affichage. Mais pour améliorer les performances, il faudra utiliser d'autres choses à côté, par exemple de la mise en cache. On peut imaginer que, comme le HTML est pré-généré côté serveur, on pourrait tout à fait le mettre en cache et du coup le servir en cache aux utilisateurs suivants. Et donc pour moi, le CSR, c'est vraiment le client-server rendering, c'est vraiment la meilleure des solutions. Tout d'abord par la facilité d'utilisation, c'est entre guillemets la manière par défaut de fonctionner de React. La plupart des packages fonctionneront très bien, vous aurez plus de choix. Car si vous faites du server-side rendering, il faudra bien penser que vos librairies externes JS devront fonctionner dans les deux environnements. Le browser et le serveur sont vraiment deux environnements différents, donc il faudra y penser. On peut aussi penser au routing, tout bêtement. Il faut pouvoir gérer votre routing client côté serveur. React Router le gère très bien avec le static router et le browser router, mais il faudra y penser. Donc pour moi, le client-server rendering est le meilleur des choix, en tout cas le plus simple, sauf pour des cas particuliers. Voilà, merci si vous avez des questions. Oui, pardon. Pardon. Moi, pour le coup, j'ai fait surtout du Vue.js et je suis en train de mettre à React. Ouais. Et dans Vue.js, le SSR est vachement facilité parce que dans les composants, on a une méthode serveur prefetch qui permet d'aller peupler le store et qui, à la fin une fois que les composants sont montés, sont prêts et que l'app est prête côté serveur, on peut prendre notre store ce qu'on veut et le foutre dans un window.state où on marque directement dans un script dans la page HTML qui est rendue. D'accord. Il y a tout ce système-là qui est intégré et qui permet de faire ce genre de choses. Est-ce que tu sais si dans React il y a des équivalents ou des trucs qui permettent ça? Pas natif, en tout cas pas nativement entre guillemets. C'est faisable. Ça s'implémentera par exemple. Je pense que c'est largement faisable par exemple avec Redux. On va pouvoir préfetcher des data côté serveur, créer nos stores côté serveur et ensuite réutiliser ce store côté client. Donc le passer par l'objet window. Je pense pas que ce soit quelque chose d'assez, aussi simple à implémenter que tu viens de le dire avec Vue.js. Je pense que c'est un peu plus complexe. Et après, par exemple, avec l'évolution de React à l'heure actuelle, je pense que ça va simplifier avec le temps. Voilà. Oui. C'est déjà utilisé une solution comme Node.js? Non, jamais. Mais du coup, je jetterai un coup d'œil. Merci. Vous avez d'autres questions? Je pense qu'on va pouvoir aller boire un coup. De rien.